est-ce qu'au lieu de vous retenir encore longtemps, on peut commencer sans micro et si jamais le grand revient, on continue? Oui. Alors merci, on va devoir commencer. Les gens entendent. Pour l'indépendance, pressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au cœur ardent, par les labeurs, nous bâtirons, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Congo, non béni, Congo, exalé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous permettons Mesdemoiselles et messieurs de la presse, avant allô? Non. Là, jamais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la RDC, notre pays, est à la croisée des chemins. Sur fond d'une crise de légitimité sans précédent qui mine toujours le bon fonctionnement des institutions de la République, notre pays est aujourd'hui en dessous de la ligne de flottaison. Le danger est là. En effet, de l'analyse que nous allons faire aujourd'hui de la situation de notre pays, il en ressortira clairement l'alignement d'une série de stratégies machiavéliques savamment concoctées par les officines de M. Kabila afin d'opérer un coup d'État constitutionnel et conserver à tout prix les pouvoirs des privilèges par l'instauration d'une monarchisation présidentielle dans notre pays. Nous allons lui dire non, des milliers de fois non. Ainsi, notre conférence de presse de ce jour portera sur les questions ci-après. 1. De la révision ou du changement de la Constitution de la République. 2. De la CENI et des élections. 3. Des concertations nationales de triste mémoire. 4. De la guerre et de l'insécurité généralisée en RDC. 5. Du budget national. 6. Du dialogue. 7. De la traque des opposants et enfin 8. De l'unité de l'opposition. De la révision du changement ou du changement de la Constitution. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, M. Kabila n'est pas un homme de parole. En effet, depuis son discours d'investiture d'ici décembre 2006, il s'est prononcé au moins 3 fois sur la question de la révision constitutionnelle. Dans son discours sur l'état de la nation d'ici décembre 2007, il a affirmé, nous citons, «
je ne peux en finir avec les réformes juridiques sans nous mettre tous en garde contre la tentation de vouloir régler tout dysfonctionnement éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Le 7 décembre 2009, il disait, nous citons, « Ma position sur la problématique de la révision constitutionnelle est connue et elle n'a pas varié. On ne devrait y recourir qu'avec parcimonie comme dernier recours et dans le strict respect des dispositions pertinentes de la Constitution en vigueur. » Pourtant, en janvier 2011, sa mouvance, sûrement sous son impulsion, avait initié et opéré une révision intempestive de la Constitution qui a désarticulé le déséquilibre et rationalité qu'elle a institué. C'est ainsi, par exemple, que si la modification de l'article 71 n'avait pas réduit les droits des Congolais de se présenter 2 fois devant les urnes pour choisir leur président, les problèmes actuels de la dévaluation de l'institution président de la République et ou de sa légitimité ne se seraient pas posés. Alors qu'à la clôture des concertations dites nationales, le 23 octobre 2013, M. Kabila a déclaré enfin, nous citons, « Comme les délégués à ces assises, je suis pour le respect par tous de l'esprit et de la lettre de la Constitution de la République dans son ensemble, tel qu'adopté par les référendums populaires en 2005. C'est malheureusement, fin de citation, c'est malheureusement son gouvernement qui initie encore un projet de révision constitutionnelle déposé à l'Assemblée nationale. Comment peut-on lui faire confiance? Et pour réaliser cet exploit impertinent, c'est le secrétaire général de son parti, monsieur le professeur de droit constitutionnel de son État, qui nous avait brutalement soumis à un choix existentiel en publiant un livre intitulé « Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation », dans lequel, tel Rambo, il pulvérise à coups de missiles l'article 220. Il y avait désormais péril en la demeure. C'est ainsi que tôt, entre juillet et août 2013, le Force acquise au changement avait mené la campagne de sensibilisation sur le terrain de la population sous forme d'une pétition intitulée « Touche pas à mon 220, pas de présidence à vie en RDC ». A plus des exactions de la part de la police nationale, mais refusant d'obtempérer aux ordres manifestement illégaux, nous avions poursuivi notre activité de sensibilisation dont le clou devait être le meeting que nous devrions tenir au stade Vélodrome de Kitambo le 1er septembre 2013. Non seulement que l'autorité urbaine avait refusé de prendre acte de notre lettre d'information, cette activité pacifique avait été brutalement réprimée par la police et certains hauts cadres de notre regroupement avaient été irrégulièrement placés en garde à vue. Entre-temps, de la confabulation de celui que la presse internationale appelle désormais ministre du démenti, il ressortait que nous leur prêtions des intentions. Ce ministre, en effet, affirmait au monde entier que pour une fois en RDC, il y aurait en 2016 une passation civilisée de pouvoir entre un président sortant et un président entrant, dont acte. Mais aujourd'hui, il est devenu révisionniste devant l'Éternel. Depuis, d'autres lieutenants de la mouvance kabiliste ont été déployés sur terrain pour porter ces projets du changement carrément de la Constitution.
une pétition pour le changement de la Constitution a été lancée par un membre du PPRD. Un communicateur de la mouvance kabyliste a publié un cynique ouvrage fourre-tout intitulé « Plaidoyer pour la 4e République ». La horde du samedi matin sur le média public, notamment à la RTNC, avait pris les relais médiatiques du projet et fustigé, à la limite de l'injure, toute personne ou organisation qui pensait les contraires. Plusieurs émissions télévisées sous forme de débats sont organisées à cet effet. Là, nous n'étions plus dans le procès d'intention, mais bien dans l'alignement des actes préparatoires à une tentative de renversement du régime constitutionnel. Et pour que nul n'en prétexte l'ignorance, nous rappelons que cela constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État au terme de l'article 64, alinéa 2 de notre Constitution. Face à ces dangers, plusieurs personnalités, organisations politiques, y compris celles appartenant à la mouvance kabyliste, ainsi que des organisations de la société civile, y compris les professeurs d'université, nous ont emboîté les pas. Les pays étrangers, amis et les institutions internationales nous ont également avisés des dangers de la révision intempestive de la Constitution, particulièrement de l'article 220, dont l'envergure des matières qui les grainent couvre pratiquement une grande partie de notre texte constitutionnel. L'on ne peut donc le changer sans courir les risques d'un cas flagrant de sa violation intentionnelle et déstabiliser le pays ainsi que l'équilibre déjà précaire des pouvoirs dans les institutions. En réaction, la mouvance kabyliste a entrepris de discréditer et de menacer ces personnalités, organisations et institutions de référence qui réalisent avec nous ce danger. Elle instrumentalise le pouvoir judiciaire pour mettre hors jeu des adversaires politiques ou les intimider. C'est le cas de l'honorable Diomi Ndongala, de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, de Bruno Kabachi et de tous les autres détenus politiques. Le régime recourt même aux voies des faits et les cas les plus récents demeurent cette attaque abjecte et sauvage dirigée contre les prêtres et des sœurs à Lodja alors qu'ils délivraient le message de la Cinco. Le régime de M. Kabila n'hésite pas, au nom de la souveraineté, en s'en prendre vertement aux institutions internationales alors qu'il en est le produit et vit aux mamelles de la même communauté internationale. Ce comportement a un nom, c'est le terrorisme d'État. Seulement, notre détermination à faire échec à ces projets machiavéliques n'a d'égal que l'intériorisation responsable de notre devoir constitutionnel. Celui de le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation de la Constitution de la République, conformément à l'article 64 de cette même Constitution. Et par notre bouche, donc, le peuple congolais lui dit non, des milliers de fois non. Chers compatriotes, nous n'avons pas peur et nous ne céderons pas au chantage, ni aux menaces, ni aux diverses attaques dirigées contre nous. Ces comportements exposent la gouvernance par défi que tout le monde décrit et qui est aussi visible dans le chef de notre pilier structurel, cette fois-ci dont M. Kabila se sert pour le même dessein. Il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Il est superfétatoire de revenir ici sur les conditions rocambolesques de la mise en place de la CENI et les critiques que nous avions formulées et continuons de formuler contre cette institution. Mais qu'on le retienne une chose, la CENI actuelle
est un autre bras séculier sur lequel s'appuie M. Kabila dans la poursuite de sa stratégie consistant à insécuriser le pays. Souvenez-vous, c'est elle qui, dans sa feuille de route de janvier 2014, a relayé au niveau de l'Assemblée nationale universelle indirecte en exigeant la révision querellée de l'article 197 de la Constitution, ce qui immanquablement violerait l'article 220. Voilà pourquoi, avec d'autres organisations des forces politiques et sociales, nous avions porté plainte contre M. Malou Malou au parquet général de la République. Auparavant, au travers de la campagne Malou Malou dégage, nous étions redescendus dans la rue avec les membres de Sauvons la RDC et avions récolté près de 60 000 signatures auprès des Congolais qui avaient, de ces faits, clairement dit que la CENI, avec à sa tête M. Malou Malou, n'inspirait pas confiance et que cette institution devait être restructurée. Là aussi, même méthode. À plusieurs reprises, nous avions été brutalisés par la police, intimidés et menacés. La gouvernance par défi se portant très bien en RDC, M. Malou Malou poursuit sans désemparer son projet d'organiser les élections locales que tout le monde avertit qu'elles seront au-delà des questions financières, de cartographie, de fichiers électoraux et d'infrastructures, source de tensions supplémentaires pour le pays. Les observateurs sérieux affirment d'ailleurs que la feuille de route de M. Malou Malou est maintenant dépassée et que techniquement il est impossible d'organiser ces élections dans les délais. Tout compte fait, il reste que les élucubrations de M. Malou Malou s'apparentent à une stratégie consistant à nous amener à Couillonville, afin de nous placer le moment venu devant un autre fait accompli et obtenir un glissement au-delà de 2016 au profit de M. Kabila. Qu'il soit entendu que pour les forces acquises au changement et pour le peuple congolais, qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut absolument organiser les élections présidentielles et législatives en 2016, conformément à la Constitution. Avec d'autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement, nous poursuivons les combats contre cette cynique démarche de la mouvance kabiliste pour faire échec à cette énième fourberie jumelle des concertations dites nationales. D'une part, parlons-en maintenant des concertations nationales. D'une part, acculé militairement par un membre de sa famille politique, en l'occurrence le CNDP, alias M23, qui menaçait son fauteuil. Et dans une quête désespérée de béquilles, de légitimation d'autre part, M. Kabila, pris de panique, va emboucher la trompette de la cohésion nationale en convoquant en septembre 2013 les concertations dites nationales comme subterfuge pour se maintenir au pouvoir. Il va de nouveau créer l'insécurité, particulièrement au sein de l'opposition politique congolaise, en recrutant toujours à coups de menaces, des chantages, des débauchages, des corruptions et des promesses juteuses d'entrer au gouvernement, des alliés des circonstances avec pour objectif d'élargir sa mouvance et ultimement réaliser la mise à mort de la Troisième République. Pour ce faire, il va s'appuyer sur les concours intellectuels de certains professeurs nationaux de droit qui lui avaient vendu le projet d'une démocratie consensuelle, ancêtre du changement de la Constitution, comme fondement philosophique d'un ordre constitutionnel nouveau en remplacement
de l'orthodoxie démocratique fixée par la Constitution en vigueur. Les FAC avaient farouchement combattu ces projets et dans notre point de presse tenu une semaine après son discours d'ouverture de ces forums, soit le 14 septembre 2013, nous étions le premier regroupement politique à tirer la sonnette d'alarme en avertissant que M. Kabila et ses alliés préparaient un coup d'État constitutionnel. Auparavant, dans une déclaration commune faite au CEPAS le 1er juillet 2013, pratiquement toute l'opposition politique congolaise avait rejeté son ordonnance de convocation des dites concertations. À la fin du mois de juillet 2013, par un mécanisme que nous avons toujours du mal encore à saisir, certains amis de l'opposition, signataires avec nous de la déclaration du 1er juillet 2013, se sont retirés à Limete dans un conclave dont les conclusions demeurent pour le moins ambiguës. C'est là que la brutalité et la félonie du régime en place les ont rattrapés. Quant à nous, qui avions persisté dans notre refus de participer à ces forums parce que, fidèles à notre parole et à nos engagements, M. Kabila nous avait qualifiés des réfractaires à la loi et les Congolais de la diaspora des terroristes. Carrément. Un an après ces concertations dites nationales, la désillusion a gagné tous ceux qui avaient pris part. La recherche effrénée et désespérée de la cohésion nationale s'est transformée en implosion nationale. Qui mieux que ceux qui avaient pris part peuvent aujourd'hui témoigner que ces forums-là fut un fiasco. Ils les regrettent tous aujourd'hui. Certains opposant la mouvance kabiliste dans cette aventure. D'autres plus courageux et à leur crédit n'hésitent pas à crier haut et fort que ce fut un marché de dupes. L'histoire retiendra cependant que le seul mérite de ces forums aura été d'avoir réussi l'exploit d'amnistier les criminels du M23. Il reste que les 670 ou 750 autres recommandations demeurent suspendues à la volonté, mieux au pouvoir discrétionnaire du prince. Il en est ainsi, par exemple, de celles relatives à la mise en place du fameux gouvernement dit de cohésion nationale, attendu par les concertateurs et qui n'est jamais arrivé, ainsi que de la libération de tous les détenus politiques. D'ailleurs, au lendemain de ces concertations, le député Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC, qui avait pris part à ces concertations, a été arrêté comme un vilain malfrat et transféré à la CPI, alors qu'une de leurs recommandations sous forme d'engagement était justement d'apporter un concours consulaire aux compatriotes se trouvant à La Haye. Comble de l'ironie, alors que Fidel Babala, congolais et député national de son État, a sollicité auprès de la CPI sa mise en liberté provisoire, son propre pays refuse par un avis négatif du procureur général de la République contre celui positif du ministre de la Justice de l'accueillir, alors que depuis la révision constitutionnelle intempestive de janvier 2011, le parquet exerce sa mission sous l'autorité du ministre de la Justice dont il est le bras séculier. L'insécurité politique, juridique et judiciaire continue ainsi de vivre à côté avec l'insécurité, continue de vivre côte à côte avec l'insécurité sociale des personnes et de leurs biens. Comme on peut s'en rendre compte, la République démocratique du Congo est inlassablement engluée dans une insécurité généralisée, mieux une guerre à huis clos. Au Katanga, le Maï Maï et les Bakatakatanga continuent de sévir.
au nord et au sud Kivu, des forces négatives, tant nationales qu'étrangères, pillent, minerais et plantations, violent les filles et massacrent les populations. Les rebelles de FDLR, qui refusent de quitter le nord et le sud Kivu, qui demeurent actifs et se livrent aux attaques, pillages et kidnapping dans plusieurs localités de ces provinces, ainsi qu'au Katanga, où ils continuent de s'illustrer par plusieurs exactions. Les Maïmaï Raya Mutomboki ont repris le contrôle de plusieurs localités et les habitants de celles-ci vivent maintenant dans la brousse, tandis que d'autres se sont déplacés vers des localités voisines. Dans les districts du Haut-Ouélé et Bas-Ouélé, les éléments de l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, poursuivent sans désemparer leurs activités négatives et les ADF Nalou sèment la terreur à Béni. Pendant près de 3 ans, et malgré les démentis du gouvernement congolais, il est aujourd'hui incontestable que tout un bataillon de l'armée burundaise était basé à Kiliba et qu'il y menait des opérations militaires dont la nature est toujours inconnue des Congolais. La confirmation de leur présence n'est pas sans rappeler les safaris militaires de l'armée rwandaise il y a quelques années au nord Kivu. S'agissant du M23, des sources concordantes rapportent qu'en fait, ces mouvements rebelles afin d'avoir baissé pavillon et qu'ils se préparaient à relancer la guerre contre notre pays. Dans la province de l'Équateur, des groupes armés centrafricains, en l'occurrence la Séléka et les Anti-Balaka, font régulièrement des incursions à Zongo et commettent des exactions non seulement contre les réfugiés centrafricains, mais aussi contre les populations locales. L'ONG Human Rights Watch a récemment rapporté que sans démobiliser, des combattants et les membres de leur famille, affaiblis par la malnutrition et les maladies, sont morts à Kotakoli et a accusé le gouvernement congolais de négligence. Au Kasaï oriental, le banditisme a atteint des proportions inquiétantes et des cas de sécurité présentent l'image honteuse d'un pays en faillite. Selon ces rapports, la RDC, par la faiblesse de ses institutions et la mauvaise gouvernance, est devenue une menace sérieuse pour la sécurité en Afrique en général et dans la région des Grands Lacs en particulier. Un ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, devenu curieusement ministre de la Défense d'un des pays agresseurs de la RDC, a affirmé en août 2012, dans un silence assourdissant des autorités de Kinshasa, qu'en RDC, il n'y a ni gouvernement, ni armée, rien, seulement un grand vide. Fin de citation. Voilà pourquoi, le 28 mars 2013, le Conseil de sécurité, à travers la résolution 20, et en priorité à ce qu'il a qualifié de terrorisme sexuel. Malgré les dénégations du ministre du démenti, une nette détérioration de la situation sécuritaire du pays et de l'état de droit, comme celle de la participation citoyenne ainsi que des droits humains. Malgré les efforts appréciables que la MONUSCO et les FARDC déploient sur le terrain des opérations, il est aujourd'hui clair, en définitive, que notre pays est en guerre. Voilà que, dans son allocution à la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, M. Kabila va déclarer, pince sans rire, au monde entier que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout, vantant le dynamisme de son économie, avec un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine, alors que l'indicateur du développement humain, notre pays,
malgré ses potentialités, est classé deuxième pays le plus pauvre du monde avec 241 $ de produit intérieur brut par habitant. Pourtant, dans son discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2008, M. Kabila avait déclaré « Ma détermination à donner un contenu réel à la promesse faite à notre peuple d'améliorer son vécu quotidien demeure inébranlable. » Fin de citation. Aux dernières nouvelles, sûrement dans une tentative de corriger M. Kabila dans l'hypothèse où l'on pourrait interpréter l'adjectif debout utilisé par ces derniers comme la stagnation, son Premier ministre a dit que la République démocratique du Congo n'était pas seulement debout, mais elle est en marche. Ah oui, oui, elle est en marche avec un budget de 9 millions de dollars. Un budget de 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars, chers frères et sœurs, chers compatriotes, comment se réjouir quand on présente un projet de budget de 9 milliards de dollars pour un pays de 73 millions d'habitants. Surtout quand on sait que l'Angola, pays voisin, exécute un budget de plus de 70 milliards de dollars avec une population 3 fois moins que la nôtre. Dans son projet de budget, le gouvernement n'a pas démontré aux Congolais qu'il y avait une politique réelle de développement autre que celle de la prédation et de la corruption. Quelle est la place de l'agriculture dans notre pays avec un budget du secteur qui n'atteint même pas 5% du budget total? La RDC a besoin d'un plan de développement chiffré, avec des projets ambitieux tels que les ports en eau profonde des bananes, par ailleurs promis depuis 2009, et tant d'autres projets. Des projets qui vont créer des richesses et des emplois. Il faut des mesures efficaces pour soutenir l'entrepreneuriat et non vanter la croissance qui n'amène pas la prospérité. Avec un tel budget, il est aujourd'hui établi que la République démocratique du Congo ne sera pas à mesure de répondre aux objectifs du millénaire en 2015 tels que recommandés par l'UNESCO. De qui se moque-t-on alors? Pour M. Kabila et son Premier ministre, tout va bien, et même très bien en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de crise politique, les institutions de la République fonctionnent normalement, la sécurité est assurée sur toute l'étendue du territoire national, les élections prochaines auront lieu selon les calendriers arrêtés par la CENI et que toutes les options sont prises pour prioritaire. Il va citer la nécessité de renforcer la cohésion nationale sans se soucier de la cause profonde de son émiettement. Pourtant, dans son discours d'investiture du 6 décembre 2006, il affirmait « Veiller au maintien de l'unité et de la cohésion nationale retrouvée sera l'épicentre de mon action politique. » Fin de citation. Mais qu'a-t-il fait de la cohésion nationale retrouvée en 2006 et au maintien duquel il s'était pourtant 7 ans auparavant engagé de veiller? Avec la complicité de la CENI du tristement célèbre Ngoï Murunda, M. Kabila l'a sciemment détruit, provoquant l'insécurité institutionnelle décriée actuellement et que seul un dialogue inclusif peut réparer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 28 novembre 2011 sera gravé dans les annales de l'histoire de notre pays comme étant la date symbolisant la plus grande forfaiture que notre pays ait connue. En effet,
après la trahison qu'est constituée la révision constitutionnelle de janvier 2011. Les élections organisées par la CENI de M. Moïse Mourounda ont été sévèrement déblatérées par tous les observateurs nationaux et internationaux. Pour les cardinals Mosengo, les résultats publiés n'étaient pas conformes à la vérité ni à la justice. Pour les observateurs internationaux, il n'était pas crédible, donc pas véridique et donc contestable. En février 2012, les FAC avaient commencé à réclamer des dialogues inclusifs, francs et sincères, pour résoudre la crise de légitimité qui s'en était suivie, notamment avec une proposition de sortie de crise discutée avec M. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Mais c'était sans compter avec M. Kabila qui, en marge de sa prestation de serment militarisée et au rabais, avait résolument levé l'option dangereuse de la gouvernance par défi et qu'il poursuivait d'ailleurs en recourant à des stratagèmes politiques de notre âge et dans le processus détruisant carrément les liens cohésifs nationaux déclinés dans l'exposé des motifs de la Constitution, nécessaires à la stabilité des institutions, à la paix et au développement. L'enlisement dangereux de la situation a poussé la communauté internationale, sous l'impulsion du secrétaire général des Nations Unies, à s'impliquer activement. C'est ainsi que le 24 février 2013, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région fut signé à Addis Abeba. Et pour motiver sa démarche, le 27 février 2013, le secrétaire général des Nations Unies a présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies un rapport spécial présente l'image honteuse d'un pays en faillite. Selon ce rapport, la RDC, par la faiblesse de ses institutions et la mauvaise gouvernance, est devenue une menace sérieuse pour la sécurité en Afrique en général et dans la région des Grands Lacs en particulier. Un ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, devenu curieusement ministre de la Défense d'un des pays agresseurs de la RDC, a affirmé en août 2012, dans un silence assourdissant des autorités de Kinshasa, qu'en RDC, il n'y a ni gouvernement, ni armée, rien, seulement un grand vide. Fin de citation. Voilà pourquoi, le 28 mars 2013, le Conseil de sécurité, à travers la résolution 20 et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager les élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Fin de citation. Remarquez avec nous que puisqu'il s'agit de réconciliation, de démocratisation et des élections crédibles et transparentes, que M. Kabila s'écarte. Pendant près de 18 mois depuis que l'accord cadre a été signé et la résolution 2098 décidée, M. Kabila ignore complètement ces instruments internationaux et refuse de s'y confirmer. Il refuse donc la stabilité des institutions ainsi que la garantie de sécurité pour tous. Plutôt donc que de donner sa signature apposée au bas de l'accord cadre, il préfère les contourner en pondant ses concertations sur le plan interne et la fragilisation du pays au fin d'achever son œuvre de destruction du tissu identitaire de notre pays. Sans exclure les recours à l'application de l'article 64 de la Constitution, il reste que la tenue rapide de ces dialogues conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 2098
du Conseil de sécurité des Nations Unies reste encore pour le moment l'option la plus raisonnable pour préserver les pays d'un bain de sang et d'un chaos certain. Les forces actives en RDC, à l'envoyé spécial du gouvernement des Nations des États-Unis, à l'envoyé spécial de l'Union européenne, à l'envoyé spécial de l'Union africaine, pour qu'il s'implique urgemment et efficacement afin, tant national qu'international, sur la position des forces actives au changement concernant ces dialogues. Pour les FAC, il s'agit de trouver un consensus et réviser ou de changer la Constitution. Il ne sera pas non plus le cas de mettre en place un gouvernement d'union ou de cohésion nationale, ou même de transition. Car pour les FAC, il faut à tout prix, nous le disons bien, il faut à tout prix organiser les élections présidentielles et législatives 3 mois avant l'échéance, conformément à la Constitution. Ainsi, les FAC s'opposeront farouchement à toute tentative, initiative ou subterfuge allant dans le sens d'un glissement au-delà de 2016. Et préalablement à tout dialogue, nous exigerons la libération sans condition de tous les détenus politiques, notamment l'honorable Eugène Diomi Ndongala, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, M. Bruno Kabashi et tant d'autres. Il est donc temps que toutes les organisations politiques se réclamant de l'opposition puissent se prononcer maintenant sur l'entendement du dialogue que nous exigeons tous. Parlons maintenant des tracts des opposants. Des cas sérieux de l'insécurité dans laquelle se trouvent les opposants en RDC, traqués et qui mettent en lumière l'instrumentalisation de la justice dans notre pays, ces cas méritent d'être relevés ici. Il s'agit des condamnations de l'honorable Eugène Diomi Ndongala et de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga. S'agissant de l'honorable Diomi Ndongala, on relève que la composition de la Cour était irrégulière et les faits qui lui sont imputés n'ont jamais été examinés ni prouvés au débat judiciaire. Il a été condamné sans être jugé par son juge naturel, à savoir la Cour de cassation. La Cour siégée avec 7 juges seulement. Au point qu'il a été obligé de saisir les comités des droits de l'homme de Genève contre cette décision inique. Nous continuons à contester cette décision inique et nous disons que l'honorable Eugène Diomi Ndongala doit sortir et être libre et vivre aux côtés des siens. S'agissant de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, non seulement que l'arrêt de la Cour n'est pas motivé sur les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle il a été condamné, infraction qui par ailleurs n'existait pas dans l'arsenal juridique congolais, mais le juge s'est accaparé de l'opinion de la mouvance kabiliste pour la convertir en infraction et condamner l'honorable Ewanga. D'autre part, après le retrait de ses avocats pour insécurité et n'ayant pas renoncé à son droit d'être assisté, la Cour avait l'obligation de lui désigner un avocat d'office.
ce qui ne fut pas fait. En un mot, nos deux compatriotes sont séquestrés sans motif valable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, parlons maintenant de l'unité de nos positions. Beaucoup de choses ont été dites récemment sur l'unité nécessaire de l'opposition. Nous ne nous attarderons pas davantage sur cette question, car les enjeux auxquels fait face notre pays sont importants et nous ne nous laisserons pas distraire par ceux qui veulent nous discréditer en recourant à un vieux procédé, le mensonge. C'est cela aussi la sécurité à laquelle nous faisons allusion dans notre propos de ce jour. Laissez-nous seulement nous dire que, s'agissant des actions sur terrain, les forces acquises au changement n'ont plus rien à prouver à personne, sinon au peuple congolais. Aguerris par les velléités dictatoriales et téméraires de la mouvance kabiliste, les FAC sont conscientes que rien n'est encore gagné en termes d'objectifs que nous nous sommes assignés dans les cadres de forces politiques et sociales pour l'unité d'action. Cependant, nous considérons que toute organisation doit respecter ses propres principes pour éviter toute dérive. Avec responsabilité, les FAC saisissent cette occasion pour réaffirmer ici qu'aucune difficulté n'est surmontable et l'unité de l'opposition doit se faire dans la sincérité et le respect des principes adoptés. Je le répète, avec responsabilité, les FAC saisissent cette occasion pour réaffirmer ici qu'aucune difficulté n'est surmontable et n'est insurmontable, je disais, aucune difficulté n'est insurmontable et l'unité de l'opposition doit se faire dans la sincérité et le respect des principes adoptés. Et sur ce point, il faut le dire tout haut, les FAC ne transigeront pas. En tous les cas, nous poursuivons, je disais, en tous les cas, nous poursuivrons inlassablement notre combat contre la révision ou le changement de la Constitution et nous sommes heureux que la mayonnaise du combat a pris et que les Congolais à l'intérieur du pays et ceux de la diaspora, des organisations politiques et sociales de référence, en fait compris celles de la mouvance kabiliste, ainsi que les autorités scientifiques et morales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, s'en sont appropriés. Ne perdons surtout pas de vue que notre cible à tous, c'est l'immobilisme imposé au peuple congolais par M. Kabila. Il nous faut construire une alternative crédible. Et tout combat dans ce sens est notre combat. Nous encourageons plus de Congolais à œuvrer dans cette direction pour sauver la nation. De manière tout à fait incidente, permettez-nous de saisir cette opportunité pour rappeler également à tous la position qui a toujours été la nôtre en rapport avec un débat sournois actuellement en cours dans certains salons politiques de l'opposition, mais encore timide dans la presse. Il s'agit du porte-parole de l'opposition. À ce sujet, la position des FAC est très claire. Tout le temps
qu'on n'aura pas résolu la question de la crise de légitimité née des élections chaotiques du 28 novembre 2011, nous considérons les auteurs et participants à cette initiative comme complices de la légitimation de leur posture. Nous disions, tout le temps qu'on n'aura pas résolu la question de la crise, le régime de la Deuxième République avait aussi adopté la même politique. Finalement, le peuple congolais avait tiré la chasse et fut balayé de la manière que l'on sait. L'histoire étant un éternel recommencement, nous constatons que c'est cette même posture ou stratégie de la terre brûlée que le régime finissant de M. Kabila semble prendre afin de se positionner à tort comme les colonisateurs et comme M. Mobutu en élément incontournable pour la stabilité du pays et donc capable de sauver la nation congolaise. Pour les forces acquises au changement, M. Kabila demeure les facteurs de l'insécurité généralisée en République démocratique. Pour les femmes, l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui commande que nous puissions dire assez. Assez. Allez porter la bonne nouvelle sur vous et répandez ces messages partout en RDC et auprès de nos compatriotes de la diaspora. Vive les FAC, vive la RDC, nous vous remercions. Donc on va résumer et puis la journaliste va vous poser la question à membre de la FAC ou télémia. Résumé dans mon coup, c'est les Boy. On ne doit pas entrer dans les problèmes de bas niveau. Le problème c'est que l'élection est le cas. Vous pouvez dire à Fayoulou, ils ont gagné. Nous avons eu 3 députés. Ce n'est pas un problème. Mais 3 députés. Mais si vous continuez, les FAC, ok? Les FAC n'ont pas eu 3 députés. Les FAC, nous avons eu 16 députés, même 18. Les FAC étaient on avait le moyen, qu'est-ce que je dis, 20 députés, on pouvait avoir un groupe parlementaire. Mais maintenant, depuis l'élection, ce n'était pas des gens qui le disent. Il y a des gens, président Nzulu n'y est ici, élu. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec 11 000 voix préférentielles, il faut les citer. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et les gens, vous pensez que parce que les gens se sont servis de l'argent de l'État, des moyens de l'État, pour le retirer bateau, mais l'équipe sont, mais le côté. Comme on dit, tout à l'heure, résultat. Donc, votre Makambouana, oh, il y a un problème na Fayoulou, Amitala Yimo, Amisasa. Je ne cherche pas. Pourquoi il est zère? Ok? Pourquoi? Et là, quand Nzambe a tué na yo, je le sais, je suis chrétien. Et je le sais, il y a chrétien au Kagolate. Et là, quand Nzambe a tué na yo, je crois que dans la manifestation, vous devez vraiment, le peuple doit être éclairé. Je crois que vous avez justement été... Non, non. Donc, il y a un président Tshisekedi parce qu'il y a un élu. Il y a un incarné opposition.
apesa biso ba directive que ça soit na makambo tokokai kosala na UDPS na otolinga kosala na UDPS na ba opposant nyonso mpona korécupérer impérium ya pouvoir. Biso société civile tosala ba réunion na monsieur Bruno Mavungu 3 réunions. Maintenant ba recommandation ya Tshisekedi eloko ata moko ebima na ba réunion wana te. Nazolo bango na télévision ye moko ayebi nini tosukaki. On a continué le travail, comme on a de fac, de CVD, parce qu'il fallait bouger à ce moment-là, parce que surtout bouger à de Mbaloyo, tout ça en retard. Pour ça qui en par après UDPS a rejoindre Bissot. Mais tu as moins affinité entre UDPS et UNC. Une certaine partie. Une certaine partie de l'UDPS dans l'UNC. Je suis mieux placé pour vous dire que ezali na rapport à ta mon côté dans la directive Tshisekedi a Pesaki Biso. J'ai rencontré M. Mavungu sur ordre du président Tshisekedi. Ayebi makambo donné tout ça. Ayebi oyi qui m'a dit par rapport à UNC na bande mususu. Mais naza kotuna masolo tobeta inga na ye. Na oyo azosala sikoyo. C'est quoi exactement? Donc pour éviter polémique entre biso batu na bitumba moi désordre pe kokota. Mais oyo sengi il fallait tous à la sincère na ba objectif oyo to signer. Il faut Kabila à Longwa. C'est ça notre objectif. Il faut Kabila à Longwa. Moutounion soit s'écarter dans l'objectif wana, la cible wana. De obiso tous à côté les mela. Moutounion soit zone à distraction. Alors que le peuple a souffrir, bana bazo tangate, bazo liate. Mais entre-temps, bazo côté sabiso na ba jeu moko, to kende wa conserver boye, to côté na gouvernement songolo, to kende to sa boye, biloko wana nde to boyi. Mongoyo bitumba oyo moni moi mobulu ezala kati ya opposition, rien que ça. Soki batu nyonso basimete na mulongo, pototo sananu peuple to bengana monsieur Kabila. À ce moment-là, on va marcher ensemble. Soki malingite, nous allons continuer ce combat-là pour Kabila Longwa. Soki toya biso so décider la RDC, c'est parce que pour l'andi discours faka autour ça là. Nous aimons ça. Kozala clair na makambo nyonso. Et puis kosala oyo bolobi. Mais nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, Bandeko. Pourquoi après sortir officiel na biso kuna doit atteindre l'objectif de signalité? Pourquoi? Parce que Bokoloba Boye, Bandeko Moussou Balongo et Sima, le contraire. Biloko on est l'embisi, nous ne voulons plus de ça. Ce qui est c'est parce que nous croyons que FAC, Azoroba, solo et Aza sincère na vision de Zanango. Je vous remercie. Juste une chose. Pour le but qu'il y a beaucoup de manifestation. Les quatre, on est resté. Est-ce que les quatre, est-ce que le professeur Kalele, Basunoso, Chaloupa, Maman, Tachel, Sadani, on est monté. On est monté. On a gagné les États-Unis. Et puis, si avant la zone des États-Unis, on a gagné l'Afrique du Sud. Dans l'Afrique du Sud, on a gagné Israël. Israël, il faut que l'Israël ambassadeur de l'Europe. C'est-à-dire que le voyage de la province. Nous considérons les auteurs et participants à cette initiative comme complices de la légitimation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, la situation de notre pays est grave.